Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. C'est l'avantage d'avoir eu des élections en plein hiver. Un bon mois plus tard, vivent les métaphores avec les saisons. Le printemps qui s'installe et cette coalition encore en bourgeon, mais on sent qu'une nouvelle donne est en train d'éclore. Comme les premiers crocus sur les pelouses du quartier du gouvernement, on a aussi quelques fuites sur les tractations et le tout Berlin est en émoi. Après les travaux préparatoires menés par 256 personnes de la CDU, CSU et du SPD, on cherche encore le compromis final. Alors aujourd'hui, depuis l'incubateur fédéral sous la grande serre de la politique, on vous dit tout de la germination de cette coalition. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec un K, le podcast qui vous parle de politique avec un K, des compromis nécessaires pour trouver des coalitions avant d'élire un Kanzler. Bref, là, on est vraiment au cœur du sujet. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai quand même hésité avant de me lancer dans cet épisode, car au fond, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour nous les journalistes en ce moment, après la cascade d'annonces spectaculaires dans la foulée du scrutin du 23 février. Eh bien là, le temps est un peu suspendu, tout le monde est bien contraint d'attendre cette fameuse fumée blanche des négociations de coalition. Heureusement, les députés sont de retour à Berlin, le nouveau Bundestag s'est réuni pour la première fois en début de semaine, il y a de nouveau de quoi écouter, de quoi raconter, de quoi discuter. Une séance constitutive du Bundestag, pas tout à fait comme les autres, je l'ai trouvée plutôt tendue, marquée en tout cas par la présence désormais incontournable dans l'hémicycle des extrêmes. L'AfD a quasiment doublé le nombre de ses élus, ils sont plus de 150, et rien que le volume sonore de leurs applaudissements, eh bien, ça en impose. En plus, le parti a eu le privilège du premier discours officiel à la tribune, car il contestait le choix du président de cette séance constitutive. Alors, ce n'était pas le doyen en âge du Parlement, comme ça a longtemps été le cas, et si ça avait été cette règle qui était en vigueur, eh bien, c'est un député de l'AfD, justement, qui aurait dû présider cette séance. Là, en fait, depuis 2 législatures, on prend le doyen en politique. Le député qui est élu depuis le plus longtemps au Bundestag. Et en l'occurrence, là, c'était Gregor Gysi de Die Linke, donc un homme de l'extrême gauche qui a commencé sa carrière politique en RDA. So, jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, ich begrüße Sie zur konstituierenden Sitzung des 21. Deutschen Bundestages und bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Son discours a été peu applaudi, il y avait quand même comme un malaise, mais voilà, ce sont les nouvelles conditions de la politique allemande, il va falloir faire avec et avancer tant bien que mal. C'est pourquoi il y a beaucoup d'attentes autour de la prochaine coalition, et c'est de ça dont on va parler. Bonjour Stefan Seidendorf. Bonjour Hélène. Directeur adjoint du DFI à Ludwigsburg. Alors avec toi justement, on va faire un point d'étape. J'ai reçu pas mal de questions sur les réseaux sociaux de la part de plusieurs auditrices et auditeurs qui commencent un petit peu à s'impatienter. Et c'est vrai que maintenant qu'on a eu ce vote historique au Bundestag, qu'on a levé l'obstacle majeur du financement de la politique en quelque sorte, pourquoi est-ce qu'on doit encore attendre pour avoir un nouveau gouvernement ? Je te renvoie cette question, Stéphane. Alors tout ça, ça progresse très méthodiquement. C'est quand même l'Allemagne, donc on va rien faire de surprenant, rien d'improvisé. D'un côté, le nouveau Parlement est en train de se constituer, élire son bureau, sa présidente, tous ces éléments-là. De l'autre côté, les négociations pour former une coalition progressent. Et d'ailleurs, on a passé une étape importante cette semaine, puisqu'on a eu lundi le rendu d'un premier paquet de documents, en temps et en heure d'ailleurs. Est-ce que ça veut dire qu'on a là une sorte d'ossature d'un contrat de coalition, d'un brouillon d'un contrat de coalition ? Pour l'instant, il y a des groupes de travail qui ont essayé de définir un peu le terrain, qui ont déjà essayé de trouver quelques compromis sur leurs différents sujets. Et maintenant, on a un groupe de 19 négociateurs qui essayent de remettre un peu d'ordre dans les résultats de ces différents groupes de travail et d'en faire un texte d'ensemble avec les derniers arbitrages à faire en fin de compte par les présidents des partis et Friedrich Merz lui-même. Donc tout ça, ça progresse petit à petit. On a quand même les yeux rivés sur les prochaines échéances au niveau européen début mai. Donc le but semblerait quand même d'élire le chancelier avant pour envoyer un chancelier allemand fraîchement élu à Bruxelles. Est-ce qu'on sait où est-ce que ça bloque encore ?
Et à l'inverse, est-ce qu'on sait dans quel domaine, pour quel sujet, il a été assez simple de trouver des compromis lors de cette première étape avec les groupes de travail? Alors, d'un côté, d'avoir résolu le problème du budget, d'avoir à disposition beaucoup d'argent, on a parlé dans les éditions précédentes, ça facilite l'affaire, évidemment, puisque comme ça, on peut donner aux uns sans prendre aux autres. Néanmoins, il y a cet objectif de réorganiser un peu les finances publiques, de revoir un peu l'état social, de recréer un peu les conditions de compétitivité. Et sur tous ces éléments, la gauche et la droite, l'SPD, le CDU, ne sont pas d'accord. Ils ont fait une campagne très virulente avec souvent des idées à l'opposé. Et il s'agit maintenant de se rapprocher. Et n'oublions pas, évidemment, le grand sujet de cette campagne, la politique migratoire, avec notamment les questions de comment traiter les demandeurs d'asile, les réfugiés qui arrivent sur le sol allemand. Et sur ça, il reste à trouver les compromis, les arbitrages. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, mais il y a eu une manifestation là à la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, côté polonais, le week-end dernier. Les Polonais qui commencent à se demander si c'est une bonne chose que le prochain gouvernement allemand décide de renvoyer les demandeurs d'asile de l'autre côté de la frontière. Alors, c'était quand même assez petit, cette manifestation, et au-delà juste de cet exemple très précis, c'est quand même quelque chose qui me frappe beaucoup en ce moment, dans cette phase de négociation. Alors, il n'y a pas grand-chose qui fuite, mais ce qui est frappant, c'est l'absence de la dimension européenne. J'ai l'impression que ce sont encore des négociations qui se font à l'aune du débat strictement allemand. En tout cas, nous, ici à Berlin, parmi la presse, on n'a pas vraiment écho de recherche de solutions, de propositions pour faire bouger les choses au niveau européen. Est-ce que c'est aussi ton impression ou est-ce que tu as, on ne sait jamais, des informations un petit peu différentes ? Je crains devoir te décevoir. Il n'y a pas beaucoup d'Europe, on ne parle pas beaucoup d'Europe. Ou au moins, ce groupe de travail sur la politique européenne de l'Allemagne, elle est particulièrement bien gardée. C'est-à-dire, il n'y a rien qui a filtré jusque-là, au moins pas jusqu'à chez moi. Plus globalement, comme pendant la campagne électorale déjà, on peut penser qu'il y a une difficulté à saisir la dimension européenne de cette politique. Pour les négociateurs, c'est déjà tellement compliqué de se rapprocher entre gauche et droite sous la pression de l'extrême droite de l'AfD, sous les changements d'époque, toujours au niveau international européen, qu'on oublie un peu le niveau européen et qu'on semble vouloir dire on s'occupera de ça après, une fois qu'il y a un chancelier et un gouvernement. Mais évidemment, les décisions qui sont négociées maintenant, ils vont avoir un effet au niveau européen. On serait bien avisé de prendre ça en compte dès maintenant, évidemment. Est-ce que tu as eu aussi cette information selon laquelle Friedrich Merz voudrait beaucoup plus avoir la main sur toutes les questions européennes, aux dépens d'ailleurs sans doute du ministère des Affaires étrangères? En gros, il voudrait que la politique européenne de l'Allemagne soit centralisée à la chancellerie. Et si oui, est-ce que ça va changer vraiment quelque chose à la politique allemande, à Bruxelles par exemple? Une règle d'or dans les négociations de coalition, ça semble être les postes sont distribués à la fin et rien n'est décidé tant qu'on n'a pas décidé sur l'ensemble. Donc, ça reste un peu ouvert. Structurellement, on peut voir depuis des dizaines d'années déjà, ça commençait déjà sous Angela Merkel, que les affaires européennes sont de plus en plus traitées à la chancellerie. Un peu comme en France, où c'est le Premier ministre qui a sous ses ordres le service qui coordonne la politique européenne de la France. Ça peut faire sens de dire que la politique européenne, c'est aujourd'hui beaucoup plus une politique domestique qu'une politique internationale ou étrangère. Ça concerne toutes les affaires, tous les champs politiques de la politique intérieure. Et donc, effectivement, ce serait au chancelier de coordonner. Là, on est dans le débat très concret où la gauche et la droite doivent trouver un compromis. Et évidemment, chaque parti veut réserver les meilleurs postes polis. Et les affaires étrangères, notamment, sont toujours très recherchées. Est-ce que tu penses que la CDU va vouloir garder le portefeuille des affaires étrangères ?
Ça ferait sens quand on voit le contexte international actuel, assez tendu. Donc évidemment, on se dit que ça serait logique s'il y avait une étroite concertation entre la diplomatie et la chancellerie, et donc que ce soit par exemple 2 fois des personnalités de la CDU qui soient aux manettes. Mais il y a cette tradition quand même ici en Allemagne qui veut que ce ministère prestigieux des Affaires étrangères, il soit réservé aux partenaires de coalition. C'est pas toujours le cas quand même. Donc là, en fait, il reviendrait au SPD, à moins peut-être que le SPD ait des vues sur d'autres postes clés. Mais ce qui va être très important, c'est le poste de ministre des Finances et probablement aussi le ministère de la politique sociale ou du travail. Ces 2 éléments-là, le SPD semble dire qu'ils aimeraient bien les garder, qui veut dire que c'est difficile pour le SPD de garder les affaires étrangères. 3 grands ministères, ça fait peut-être beaucoup pour un parti de 16%. Côté de CDU, on avait promis qu'on allait changer la politique internationale de l'Allemagne, la politique étrangère, la politique européenne. Alors, est-ce qu'on le fera nécessairement en partant des affaires étrangères ou est-ce qu'on peut faire ça aussi avec la chancellerie? Ça reste pour l'instant un peu ouvert et n'oublions pas qu'il y a aussi le plus petit partenaire, la CSU, la branche bavaroise du CDU, qui doit être représenté et Markus Söder, il a annoncé qu'il ne se contentera pas d'un soi-disant petit ministère de l'agriculture ou des transports. Donc, à voir. Tout ça, ça restera en suspense et sera décidé tout à la fin. Et vu les sommes qui sont mises sur la table, là, il y a aussi pas mal d'enjeux de personnes autour du poste de ministre de la Défense, évidemment, qui va être un poste central. Boris Pistorius, qui est l'actuel ministre du SPD, est très populaire. Il a dit qu'il serait d'accord pour garder son poste, mais là, je vois quand même que ça pourrait poser d'autres problèmes au SPD, parce que il y a beaucoup de concurrence et il faut respecter quand même un minimum de parité, respecter aussi un peu d'équilibre entre les différentes régions d'Allemagne. Et là, par exemple, on aurait une surreprésentation des hommes venus de Basse-Saxe, puisque Pistorius vient de Basse-Saxe, Lars Klingbeil est l'actuel ministre du Travail qui sera peut-être celui qui va être sacrifié. Bon, enfin, on verra bien tout ça. Pour revenir à la défense, Stéphane, on pointait dans l'épisode précédent avec Tobias Köpf de la Fondation Genshagen qu'on avait certes des chiffres complètement dingues qui étaient annoncés, mais aucune idée précise de comment l'Allemagne comptait dépenser ce trésor de guerre en quelque sorte, comment elle comptait dépenser ce chèque en blanc pour ses armées. Est-ce qu'on a là, 15 jours plus tard, enfin quelques pistes ? Toute cette réforme du budget allemand, c'est parti de l'idée qu'il faut un nouveau budget spécial pour la défense, les fameux 400 milliards, puis on a rajouté les 500 milliards pour les infrastructures. Et du coup, on est revenu en arrière, on a dit que la défense, elle fera partie du budget ordinaire à hauteur de 1%, et tout ce qui est au-dessus, on peut le financer quand on veut. Du coup, tout est ouvert. Derrière, il y a peut-être une prise de conscience qu'il ne s'agit pas juste d'acheter quelques chars ou quelques avions, mais que le problème, il est plus profond, que c'est vraiment une question plus globale. On a peu d'informations comment ça peut fonctionner concrètement, puisque du coup, ça devient quelque chose qu'on peut laisser à la législature, qu'on peut traiter avec les moyens de bord, en quelque sorte, la majorité du gouvernement. On n'a plus besoin de changer la Constitution, ce qui a été fait la semaine dernière. Ok, merci Stéphane pour cette non-clarification. Je t'en veux pas, c'est le lot de tous les commentateurs en ce moment ici à Berlin. En gros, d'ici la formation du gouvernement, on n'aura rien de véritablement concret à se mettre sous la dent. Et parfois, tout ce qui fuite se retrouve démenti dès le lendemain. Les grandes décisions sur la défense, donc, il faut encore attendre après la mise en place du gouvernement. Merci beaucoup Stéphane. Et puis parmi les pistes qui sont sur la table pour renforcer la défense allemande, une idée très débattue en ce moment, et ça devient vraiment un débat de société, c'est le retour éventuel du service militaire obligatoire. Il a été suspendu en 2011, mais jamais aboli officiellement. L'armée allemande manque cruellement de soldates et de soldats. La conscription sur la base du volontariat n'apporte pas assez de nouvelles recrues, d'où l'idée de revenir au service pour tous et pour toutes. Ça concernerait aussi les jeunes femmes. Alors peut-être en couplant ce service militaire à la possibilité de faire un service civique. Une majorité de la population y est favorable, 58%, mais pas les 18-29 ans qui sont quand même ceux qui sont concernés. Eux, ils sont contre à 61%. Cette semaine, j'étais à Munich et j'ai profité de cette sortie de la bulle berlinoise pour faire un petit micro-trottoir. Donc évidemment, ce n'est pas un sondage représentatif, mais cela rassemble quand même quelques positions intéressantes. Alors d'abord, je vous propose d'écouter les jeunes que j'ai rencontrés.
Je m'imagine plutôt dans les ateliers à la réparation des machines, mais pas au front, c'est pas mon truc. Ce serait mentir si je vous disais que cela ne me tente pas de m'engager, mais je pense que ce n'est pas nécessaire de rendre l'armée obligatoire. Je pense que nous n'avons pas besoin d'une armée allemande. Ça suffit si on fait des alliances militaires internationales. Moi j'aime bien le principe de proposer soit l'armée, soit un service civique, et ensuite chacun choisit. Mais je suis partagé. D'un côté, je trouve ça bien que nous puissions nous défendre nous-mêmes. De l'autre, je suis contre prendre comme ça un an de la vie des jeunes. Je ne me vois pas partir à la guerre à la demande de je ne sais quel mec. J'irai me réfugier à l'étranger. S'il le faut, j'irai me battre. C'est mieux que de se planquer. En revanche, et c'est là qu'on voit la différence au sein de la population allemande, et c'est sans doute un des points qui va poser problème dans les prochains mois, cette différence des générations, puisque dès qu'on tend le micro aux personnes qui ont 40 ans et plus, eh bien la tonalité est très différente de celle des jeunes. Vous allez d'abord entendre un père de famille qui s'était fait réformer il y a 20 ans, il n'a pas fait son service militaire, mais avec le début de l'invasion russe en Ukraine il y a 3 ans, il a décidé de devenir réserviste de l'armée. Le moment de vérité pour moi, ça a été une photo de Boutcha en Ukraine, avec ce cycliste qui était en train de revenir des courses et qui s'est fait abattre par des soldats russes. Là, je me suis dit, mais purée, ça peut arriver chez nous aussi. Oui, s'il le fallait, j'irais au front. Je discute beaucoup avec des gens qui, comme moi, n'ont pas voulu faire leur service à l'époque. Nous pensons maintenant qu'il faut être prêt à dire stop au danger avant qu'il ne soit trop proche. C'est très différent de ce que nous disions à l'époque. Voilà, le débat est en cours et c'est l'un des points très attendus du prochain contrat de coalition. Bonjour Frank Bassner. Bonjour Hélène. Directeur côté allemand du Forum pour l'avenir franco-allemand, qui a développé depuis 5 ans une grande expertise transfrontalière sur ces questions de transition écologique. Et ensemble, je voudrais justement qu'on s'arrête, qu'on revienne sur ce volet vert du bazooka que vient de dégainer l'Allemagne. C'est un aspect qu'on a très peu commenté en France. On s'est plutôt intéressé aux futures dépenses de défense, mais quand même là aussi l'Allemagne a beaucoup bougé. Mais d'abord, Franck, question très simple, comment ça va ? La dernière fois qu'on s'est parlé pour le podcast, c'était début février. Depuis, on a eu les élections, bien sûr, le virage de la CDU sur la dette, la réforme du frein à la dette, le vote historique au Bundestag, ces sommes colossales annoncées. La politique nous donne le tournis, nous réserve surprise sur surprise. Et comment tu vis tout ça, toi qui as pas mal de recul sur la politique allemande ? On ne croit pas ses yeux, c'est vraiment incroyable ce qui se passe. Pourvu que tout ça produise vraiment des mesures intelligentes, des investissements long terme. Voilà un peu les soucis qu'on peut avoir, sinon c'est quand même assez bien de voir que l'Allemagne bouge sur des points où les autres Européens ont toujours dit mais il faut bouger. C'est clair, et puis toi-même tu l'avais dit d'ailleurs, dans l'épisode du 7 février, tu avais dit que l'Allemagne a des besoins d'investissement dans ses infrastructures et pour sa défense évidemment, et tu avais déclaré qu'il faudrait d'une façon ou d'une autre revoir les modalités de financement, soit en rénovant le frein à la dette, soit en créant des fonds spéciaux. Et finalement, on a les deux. Alors, les auditrices, les auditeurs réguliers du podcast savent bien que on explique sans cesse ici que la politique allemande requiert beaucoup de pragmatisme. Mais alors là, Franck, ce n'est plus une leçon de souplesse. On est dans un véritable cours de yoga. C'est vrai. Et c'est comme si on admettait enfin quelques vérités que beaucoup d'économistes allemands, mais aussi beaucoup d'économistes européens et d'autres gouvernements en Europe ont toujours dit l'Allemagne prend du retard d'investissement. Il y a, une logique court terme pour avoir des excédents commerciaux dans l'exportation, c'est très bien. Un taux d'endettement très bas par rapport aux autres, c'est très bien. Mais en même temps, on oublie justement les investissements, que ce soit les infrastructures classiques, les autoroutes, les ponts, etc., que ce soit dans l'éducation. Les édifices des écoles sont parfois dans un état lamentable. Et investissement signifie aussi numérique, recherche sur les grands dossiers, intelligence artificielle, etc. Et évidemment, transition écologique. On va y revenir, mais je voudrais qu'on s'arrête quand même sur le coup politique des Verts. Le coup, c'est OUP, le tour de force, parce qu'ils n'ont pas fait un bon score aux élections. Ils ont quand même encaissé un revers dans les urnes. Ils sont relégués dans l'opposition. Mais la future coalition avait besoin de leur voix pour faire passer les réformes constitutionnelles autour du frein à la dette. Et donc, ils ont réussi à décrocher 100 milliards d'euros pour le Fonds pour le climat et la transformation, le KTF. C'est 35 milliards de plus que ce qu'ils avaient eux-mêmes chiffré dans leur programme électoral. Et puis, les Verts ont aussi négocié que l'objectif de neutralité carbone prévu pour 2045 soit inscrit dans la Constitution allemande.
pas mal pour un parti qui arrivait en 4e position au scrutin. Les Verts ont vraiment enfoncé un clou important. Je connais beaucoup de députés chrétiens-démocrates qui sont très contents que ce se soit passé comme ça, que les Verts aient insisté de dépenser cet argent en plus des investissements déjà prévus dans le budget fédéral normal. Sinon, il y a toujours cette tentation de dépenser ces sommes colossales pour satisfaire certains milieux sociaux. Oui, pour arroser la clientèle électorale avec des cadeaux financiers ici ou là qui rapportent ensuite dans les urnes. Donc oui, les Verts ont insisté et ont bien fait, et beaucoup, même d'autres partis, se félicitent de ces précisions que les Verts ont apportées. Franck, j'ai bien entendu, tu as dit que tu connaissais des gens satisfaits de cette opération des Verts parmi les rangs des conservateurs, des chrétiens-démocrates. Pourtant, ça fait des mois, des années même, qu'ils passent leur temps à attaquer les écologistes. Oui, c'est un peu paradoxal. Et moi, je ne peux que saluer, je dirais presque la sagesse des deux chefs du groupe parlementaire des Verts, d'avoir tenu et d'avoir négocié de façon très raisonnable et responsable ces choses-là. Ça a une certaine grandeur, c'est un style qui manque souvent dans les débats politiques et qui a manqué aussi après les élections, quand les chrétiens-démocrates et surtout les Bavarois ont encore tapé sur les Verts, très agressifs contre les Verts. Ce n'était plus la peine parce que l'élection était faite. Donc maintenant, on va voir le gouvernement, comment il sera constitué. Si moi j'étais à la place pour décider, je donnerais quelques postes clés à des personnalités proches des Verts. Peut-être pas des membres connus des Verts, mais quand même, oui, je ferai un geste pour montrer qu'il y a une réalité, c'est-à-dire certains sujets typiquement verts ont aussi une place dans le programme des chrétiens-démocrates. Pardon d'insister, mais ça, je crois vraiment qu'il faut l'expliquer pour nos auditrices et nos auditeurs qui sont notamment en France. Oui, en Allemagne, il y a des points communs, voire des passerelles entre la droite conservatrice classique et les Verts. C'est vieux, hein, c'est pas nouveau. Ça vient depuis la naissance des Verts dans les années 80 du siècle dernier. Il y a eu cette proximité d'une certaine frange des chrétiens-démocrates de l'Ouest. Hein. À l'Est, c'est un peu une autre histoire. Proximité avec les conservateurs verts, parce qu'il y en a dans les deux camps, qui sont dans cet esprit de protection, vraiment dans la chrétienté, de la protection de ce qui nous a été confié. Nous ne sommes pas maîtres du monde, nous devons protéger ce monde que nous habitons, que nous avons le bonheur d'habiter dans des conditions quand même très positives. Là, il y a pas mal de gens qui sont très contents que les Verts aient insisté comme ça. Peut-être plus que dans les sociodémocrates d'ailleurs. Hein. Et il faut rappeler que dans certains Länder, il y a depuis bien longtemps des coalitions noires-verts qui fonctionnent très très bien, notamment dans le Bade-Württemberg, qui est la région de la nouvelle présidente des Verts, Franziska Brandner. Et puis à la CDU, il y a effectivement des personnes qui peuvent faire un petit peu la jonction. Par exemple, quelqu'un comme Andreas Jung, on verra quel rôle il jouera dans le prochain gouvernement. Et on verra aussi s'il y a, comme tu l'évoques, peut-être carrément des transfuges des Verts dans ce gouvernement. On verra bien, on en reparlera. Mais je trouve que ce serait une chose très très positive pour le climat politique, qui est quand même un peu pourri en Allemagne. Les débats à l'Assemblée autour de ces mesures radicales qui ont été prises au niveau financier, ça n'avait pas beaucoup de style, il faut dire. Hein. Il y avait quand même beaucoup d'amertume, beaucoup d'agression, beaucoup de manque d'unité nationale dans cet effort quand même important et assez unique depuis le début de la République fédérale d'Allemagne, au fond. Alors justement, revenons sur ce qui a été décidé. Un point qui est passé, je trouve, complètement sous les radars en France, c'est l'inscription dans la Constitution allemande de l'objectif de neutralité carbone en 2045. Donc ça, maintenant, c'est écrit noir sur blanc. Peut-être c'était le moment, maintenant ou jamais, pour écrire au moins cette phrase dans la Constitution. Est-ce que c'est contraignant? Là, les juristes discutent déjà. Peu importe, c'est un signal fort pour dire on le prend au sérieux, cet objectif. Et on ne l'oublie pas, parce qu'il y a d'autres priorités qui sont là, la défense, la sécurité, etc. Et j'avais un peu peur, surtout les travaux du Forum pour l'avenir, justement, semblaient un peu inutiles dans la mesure où tous ces objectifs climat semblaient oubliés. Et maintenant, on peut dire, oui, voilà, nous revoilà sur cette piste qui va vers une neutralité carbone, que ce soit 40, 45 ou 50, à la fin, ça n'a pas tellement d'importance. L'essentiel, c'est de ne pas abandonner le chemin. C'est de continuer d'accélérer là où on peut. Et c'est déjà aussi dans tous les objectifs européens, que ce soit le Green Deal, que ce soit aussi le nouveau deal avec l'industrie propre. Tout ça va dans le bon sens.
Et il ne faut pas oublier cet objectif qui est un objectif long terme par rapport à d'autres priorités politiques qui sont à la une aujourd'hui. Si on s'intéresse maintenant aux sommes qui ont été débloquées, est-ce qu'on sait à quoi va servir tout cet argent ? Je rappelle qu'il y a quand même sur la table 500 milliards d'euros pour investir dans les infrastructures au cours des 12 prochaines années, dont 100 milliards qui iront aux régions, aux lenders, donc, et 100 milliards dans ce fameux Fonds spécial de transformation climatique, le KTF. Concrètement, Franck, est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va dépenser, pour qui, pourquoi ? Est-ce qu'il y a déjà des projets précis, des chiffrages ici ou là ? Eh bien, l'argent qui va aux Länder, à ces États-régions, c'est l'argent qui est destiné à la fin aux communes, parce qu'en Allemagne, les communes parlent avec leur Land respectif, ne parlent pas au niveau fédéral directement. Et là, il y a évidemment un énorme besoin pour réussir la transition énergétique. L'argent ira vers un renforcement des investissements, la production de chaleur, qui est une source de CO2 énorme, dans la géothermie par exemple, pour garantir, enlever les risques des communes, surtout des petites communes, qui ne peuvent pas s'endetter de façon considérable. On sait déjà où l'argent peut aller. Là, les travaux qu'on a menés en dialogue franco-allemand, c'était assez clair. Les réseaux de chaleur sont une source très importante de réduction d'émissions de CO2. Les bâtiments, les fameuses passoires thermiques qui existent dans les deux pays, en France un peu plus qu'en Allemagne, là il faut investir. Il faut vraiment faire en sorte que les particuliers puissent le faire. Et les autres milliards, les 100 milliards qui vont dans ce fonds collectif fédéral, eh bien là je pense qu'on va revenir à cette fameuse loi qui a coûté beaucoup de sympathie aux Verts des chauffages, pour le rendre un peu plus, plus acceptable. Parce que là aussi, il y a un potentiel énorme dans le renouvellement des sources de chaleur dans les foyers. Et après, il y aura évidemment aussi des investissements dans tout ce qui est éolien, des recherches sur l'hydrogène, tout ce qu'on peut imaginer en énergie renouvelable. Ouais, alors sur la loi chauffage, au moment où nous enregistrons ce podcast, le groupe de travail n'a pas trouvé de compromis, si j'en crois les indiscrets qui fuitent ici à Berlin. Enfin, on verra. J'entends aussi quand même pas mal de gens qui me disent être sceptiques sur l'utilisation des 300 derniers milliards d'euros du fonds infrastructure. Donc 500 moins les 100 pour le climat, moins les 100 pour les lenders. 300 comme ça paraît beaucoup. Mais en réalité, ça serait à peu près juste ce qu'il faudrait pour remettre sur pied les chemins de fer, la fameuse Deutsche Bahn, qui est très mal en point. Comment on va faire, Franck, pour arbitrer en gros la répartition des sommes ? Oui, la Deutsche Bahn est un gros chantier qui va sans doute prendre une bonne part de ces investissements. Tant mieux, moi qui utilise beaucoup la Deutsche Bahn, je serais très content d'être aussi rapide en Allemagne et aussi ponctuel qu'on l'est avec les TGV en France. Mais il faut aussi penser aux ponts qu'il faut renouveler, qui sont déjà en train d'être rénovés. Il y a le numérique, la fibre n'est pas partout, les réseaux ne sont pas aussi performants qu'en France par exemple. Et il y aura une lutte autour de ces investissements. Évidemment, maintenant tout le monde croit que ses propres besoins sont les premiers, ça c'est sûr. C'est pour ça que les Verts aient insisté d'inscrire dans cette loi la nécessité d'investir quand même dans le budget fédéral normal, entre guillemets, au moins 10% des dépenses. Donc déjà, là-dedans, il y a pas mal d'argent pour la Deutsche Bahn, qui était prévu dans le budget fédéral normal. Autre bémol souvent exprimé, c'est le problème de manque de personnel. C'est bien d'avoir de l'argent à dépenser, c'est bien de se doter d'une stratégie, d'une liste de priorités pour le faire, mais il faut ensuite mettre en œuvre toutes ces rénovations. Exactement. Et là, j'ai parlé avec pas mal de spécialistes à Berlin récemment qui me disent que ils ont pas mal de projets au point mort, faute d'ingénieurs pour les manager, d'ouvriers pour les réaliser, etc., etc. C'est exactement un des grands défis et ça fait des années déjà que ça dure. C'est pas nouveau. C'est au niveau des artisans, c'est au niveau des ingénieurs, c'est parfois au niveau aussi des travailleurs moins qualifiés pour les bâtiments. Je me rappelle bien d'avoir eu des entretiens avec des maires. Déjà à l'époque Merkel, au dernier gouvernement Merkel, quand on voulait accélérer et aller vers neutralité carbone 2045, ça date de cette époque-là. Et là, les maires des communes disaient oui, on a l'argent nécessaire, mais on n'a pas les matériaux et on n'a pas le personnel pour le faire. On ne peut pas aller aussi rapidement vers une neutralité carbone. Ça, c'est un peu accentué dans la mesure où tout le monde veut tout faire en même temps. Et c'est vrai que c'est un grand défi. Il faudra peut-être trouver des souplesses dans le droit du travail pour faire venir même pour une période limitée, des spécialistes d'autres pays, ou reconnaissant plus facilement des diplômes, par exemple, de beaucoup de réfugiés. Si après l'argent ne peut pas être dépensé, tout ça, ça ne vaut pas grand-chose.
Et ça, c'est un point qui est encore très discuté ici à Berlin. Le groupe de travail immigration a laissé beaucoup de passages entre crochets dans son texte et dans le langage des négociations. Les crochets, les eckigen Klammern, comme on dit en allemand, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de compromis et que c'est donc maintenant au grand chef, Friedrich Merz et Lars Klingbeil pour le SPD, de se rapprocher et de s'entendre. Et moi, j'espère très vite pouvoir vous en dire plus. Merci d'être resté à l'écoute. Un grand merci aussi, plein de reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont fait un don récemment pour soutenir le podcast avec un K. C'est très précieux pour prévoir les prochains épisodes. Je m'appelle Hélène Kohl avec un K et je vous dis à bientôt. Bis bald!